Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler des médicaments chez le patient obèse en médecine d'urgence. C'est un sujet qui a déjà été abordé, le patient obèse. Donc, mes premières dias, ça va être une redite de ce que vous avez déjà entendu. Donc, je rappelais le BMI qui est l'indice pour voir quelle est la gravité de l'obésité. Donc, je vais juste reparler. Obésité supérieure à 30%, obésité morbide supérieure à un BMI à 40%. Dans la population belge, donc, il y a à peu près 30% qui a un problème d'obésité. Le problème ne fait que s'aggraver. Parmi ceux-là, il y a 15% qui ont une obésité morbide. Et dans la population jeune, en dessous de 16 ans, en Belgique, il y a au moins 20% qui ont surcharge pondérale. Et donc, le risque d'avoir une population obèse va sans doute s'accentuer, même s'ils font tout pour prévenir ce problème. J'ai vu aussi des régions, donc une répartition de l'obésité en Belgique. Je crois que c'était une présentation de 2013 ici à Charleroi qui montrait que c'était dans la région de Charleroi et dans le Limbourg qu'il y a le plus d'obésité en Belgique. Alors, les comorbidités associées à l'obésité sévère sont multiples. Il y a les problèmes cardiovasculaires, les problèmes respiratoires, thromboemboliques et les maladies endocriniennes, donc le diabète et les problèmes de dyslipémie. Je vais y revenir. Donc les répercussions cardiovasculaires, l'hypertension artérielle est souvent associée à l'obésité, l'insuffisance cardiaque avec une hypertrophie du ventricule gauche, une hypertension artérielle pulmonaire, des troubles du rythme cardiaque fréquents et des risques de problèmes coronariens ou de mort subite élevés. Les problèmes respiratoires, le docteur Sautu en a déjà parlé, donc une diminution de la CRF, une augmentation de la charge des muscles, donc une consommation d'oxygène, une production de CO2 augmentée chez les patients obèses, des diminutions de compliance pulmonaire et des chintes intrapulmonaires. Le risque d'intubation difficile, comme il vous l'a dit, est de 13%. 5% présentent des syndromes d'apnée du sommeil. Plus ils sont obèses, plus le BMI est élevé, plus le syndrome d'apnée du sommeil se retrouve fréquemment, jusqu'à 40%. Donc effectivement, la préoxygénation est importante avant de vouloir intuber un patient pour, comme M. Sautu vous l'a dit, dénitrogéner et augmenter la FiO2. La désaturation est rapide, donc si on est dans une intubation difficile, donc il vaut mieux avoir un peu de réserve pour intuber à son aise. Les répercussions digestives de l'obésité provoquent fréquemment des hernies hiatales et un reflux gastro-œsophagien augmenté. Les résidus gastriques sont souvent plus importants, ils sont minimum de 25 ml, mais souvent plus importants. Chez les patients qui ont été opérés de problèmes bariatriques, ça peut augmenter encore plus le reflux gastrique. Et alors des risques d'inhalation lors de l'intubation, donc la position est très importante, faire une crèche induction, manœuvre cricoïdienne, voilà. Au niveau thromboembolique, donc c'est pour vous rappeler que le risque de phlébite et d'embolie pulmonaire est important. Les bas de contention et les anticoagulations sont importantes à faire le plus vite possible, mais pas dans l'urgence. Au niveau pharmacologique, les modifications pharmacocinétiques et pharmacodynamiques, ainsi que la liposubilité des médicaments, imposent de recourir à des notions de poids idéal, de poids maigre et de poids réel. Donc je rappelle que le poids idéal, c'est des formules un peu compliquées, c'est 22 fois la taille en mètres. Le poids réel, donc c'est le poids du patient, on ne le connaît pas toujours, on doit parfois l'évaluer si le patient n'est pas capable de nous parler. Le poids théorique, c'est des formules difficiles. Il y a une autre poids théorique simplifiée qui est, comme vous le voyez, la taille en centimètres moins 100 chez l'homme et la taille en centimètres moins 105 chez la femme. Le poids maigre, c'est la masse en excluant le tissu adipeux, qui est souvent utile pour les médicaments, notamment les médicaments d'anesthésie. Voilà la formule qui n'est pas toujours facile non plus. Donc pharmacologie et obésité, il y a des différentes formes d'administration des médicaments. Donc la voie orale n'est pas modifiée chez le patient obèse. Un médicament avalé se retrouvera dans la circulation sanguine à peu près de la même façon que chez un patient avec un poids normal.
Les voies sous-cutanées sont à éviter car la couche de graisse sous-cutanée est parfois variable et importante et donc on n'est pas certain du résultat. La même chose pour la voie intramusculaire avec un risque d'injection en intragraisseux et donc une action qui n'est pas celle voulue. La voie transdermique est à éviter également, mauvaise diffusion au niveau de la peau et des tissus sous-cutanés, et l'adhérence parfois aux tissus cutanés est difficile à faire tenir les voies transdermiques. La voie intraveineuse est la voie préférée au niveau de l'urgence. La difficulté, c'est parfois de trouver une voie veineuse périphérique, voire une voie centrale. Et alors parfois le recours aux intraosseuses est nécessaire et souvent utiliser les intraosseuses longues afin de pouvoir perfuser et donner des médicaments aux patients. Donc privilégier voie orale et voie intraveineuse si possible. Alors la distribution des médicaments est difficile à évaluer car souvent impossible à doser dans les tissus des patients. Donc on calcule donc le volume de distribution. Le volume de distribution, c'est la quantité totale du médicament dans l'organisme qui est divisée par la concentration sanguine du médicament retrouvé. Plus le volume de distribution est grand, plus le principe actif diffuse dans les tissus. Donc il y a le volume de distribution intravasculaire qui augmente moins que le poids réel. Donc un patient obèse aura un volume de distribution vasculaire qui est augmenté. Souvent ils ont un volume sanguin un peu supérieur à une population normale. L'impact sur le bolus initial, c'est plutôt prendre le poids réaliste, voire le poids maigre. Mais j'y reviendrai plus loin. Le volume de distribution totale, donc VDSS, augmente de manière modérée pour les médicaments hydrosolubles qui vont plutôt rester dans l'espace vasculaire, mais est important pour les médicaments liposolubles qui ont tendance à passer dans le tissu graisseux. L'impact sur le débit continu donc, de médicaments après l'induction, le poids réaliste pour les hydrosolubles, le poids réel pour les liposolubles, mais faire attention à une dose de charge importante pour atteindre une concentration suffisante. Alors, les médicaments doivent être classés en deux catégories. Pour les médicaments hydrophiles, donc c'est des médicaments qui auront moins tendance à se retrouver dans les tissus adipeux et resteront dans l'espace vasculaire, et les médicaments lipophiles qui auront tendance à s'accumuler dans les graisses. La fixation sur les protéines du plasma vont modifier aussi les dosages de médicaments et la partie libre qui sera active. Donc il y a l'albumine qui ne modifie pas grand-chose entre un patient obèse et un patient normal, l'alpha, glycoprotéine acide qui est augmentée, et les lipoprotéines qui sont parfois augmentées aussi. L'élimination, les différents organes chez le patient obèse sont hypervascularisés, donc le débit sanguin hépatique est augmenté, mais ses capacités d'oxydoréduction, d'hydrolyse et d'acétylation sont peu modifiées. Les capacités de glucuronoconjugaison sont augmentées. Donc, un patient obèse, parfois, vous aurez des tests hépatiques qui seront normaux, alors que le foie est souvent une hépatomégalie qui peut être avec une stéatose ou une fibrose hépatique. Et malgré des tests hépatiques normaux, les médicaments ne seront pas toujours métabolisés de la même façon. Le débit de filtration glomérulaire au niveau des reins est augmenté et la clairance urinaire et l'extraction tubulaire sont augmentées. Donc en gros, il y a peu de différence par rapport à un individu normal. Donc en pratique, pour certains médicaments, la mesure de l'effet est simple ou est devenue en routine. Donc ce sont les antibiotiques, on peut avoir le CMI, le PIC, etc. Les anticoagulants, même chose, on peut doser les INR, on peut doser les antifacteurs 10A et des choses comme ça. Les catécholamines, c'est plus l'effet des médicaments qu'on peut mesurer par rapport aux paramètres hémodynamiques du patient, et les bronchodilatateurs par rapport à l'effet clinique attendu. Donc, je me suis attardé sur les médicaments de l'anesthésie. Donc, en cas de patients instables qu'il faut intuber, les trois classes de médicaments qu'on utilise en anesthésie sont les hypnotiques, les morphiniques et les curares. Les hypnotiques, c'est des médicaments souvent liposolubles, ils le sont presque tous. Le thiopental et le midazolam sont très liposolubles, donc auront tendance à s'accumuler dans les graisses. Les thomidate et le propofol, un peu moins. Je n'ai pas parlé des agents halogénés parce qu'en urgence, on n'utilise pas souvent les agents halogénés. Donc le volume de distribution intravasculaire est modérément augmenté. Donc le poids réaliste ou la masse maigre en bolus doivent être utilisés pour les hypnotiques.
le volume total de distribution est augmenté, donc le poids réel pour les débits continus, qui ont tendance à accumuler les médicaments dans les tissus graisseux, mais pour avoir une action, il faut se baser sur le poids réel. Les demi-vies très longues du thiopental et du midazolam sont à éviter lors d'un usage en urgence chez le patient obèse. Les hypnotiques en pratique, pour une induction, jamais utiliser comme référence le poids réel, mais préférer le poids réaliste, donc qui est un peu supérieur au poids idéal. Le débit continu, donc la sédation une fois que le patient est intubé, là on utilise le poids réaliste pour les hydrosolubles et le poids réel pour les liposolubles, pour les médicaments liposolubles. Toutes ces choses-là, il faut essayer de monitoriser le plus possible l'action des médicaments. Donc si on a un bis, une entropie, ça permettra de voir si on a une sédation qui est suffisante et s'il faut augmenter les dosages des médicaments. Pour les morphiniques, donc il y a plusieurs aussi sortes de morphiniques. Je n'ai pas parlé des morphiniques qu'on utilise en analgésie régulièrement aux urgences, qui sont à éviter le plus possible chez les patients obèses à cause du risque d'apnée du sommeil et de désaturation. Donc on peut le faire, mais avec des titrations et des dosages un peu inférieurs à ceux attendus par rapport à la masse du patient. Donc pour le fentanyl et sulfentanyl qui sont fort liposolubles, le volume de distribution intravasculaire est légèrement augmenté et le volume de distribution totale est très augmenté. Donc si bolus, il faut faire un poids réaliste par rapport au poids réaliste, si en débit continu par rapport au poids réel. Le rémifentanyl est une autre molécule qui est intéressante chez le patient obèse parce que le volume de distribution intravasculaire et le volume de distribution totale sont peu augmentés. Il a une clairance plasmatique très élevée, donc les bolus doivent être basés sur son poids idéal et le bolus continu basé sur le poids idéal également. Le rémifentanyl peut être utilisé avec un mode EVOC, donc c'est une machine qui distribue, un pousseur qui distribue le produit en fonction du poids et des paramètres rentrés dans la machine. Attention avec les morphiniques, risque de surdosage, donc comme je vous disais, c'est surtout pour l'extubation ou pour les patients qui ne sont pas intubés, risque d'apnée et donc de désaturation rapide. Importance de la titration des médicaments pour avoir un effet attendu. L'association des morphiniques et des hypnotiques a une tendance cardiodépressive et donc il faut faire attention que chacun, pris séparément, diminue déjà les capacités hémodynamiques, mais également respiratoires, et l'association des deux a un effet cumulatif. Donc les morphiniques en pratique, lors du bolus à l'induction, jamais basé sur le poids réel, sinon on aura un surdosage, préférez le poids réaliste ou le poids idéal. En débit continu, donc quand la sédation est en cours, basé sur le poids réel pour le rémifentanyl, titré sur l'effet en clinique. Les curares, deux grandes familles, les curares dépolarisants et non dépolarisants. Les curares non dépolarisants, c'est des agents hydrosolubles. Donc, pratiquement tous les curares non dépolarisants sont très hydrosolubles. Les plus fréquemment utilisés, donc le rucuronium qui est l'esméron et le siliciatracurium qui est le Nimbex. Il y a également la tracurium qui a une bonne efficacité chez le patient obèse. Donc, bolus à l'induction. Si poids réel, la curarisation sera rapide et le bloc moteur important, mais le danger, c'est l'intubation difficile et donc un patient qu'on n'arriverait pas à intuber et qui serait curarisé pour une longue période. L'intérêt du couple esméron, donc rocuronium et bridion, le sugamadex, qui permet d'antagoniser l'effet de l'esméron. Donc, par rapport au curare non dépolarisant, si vous voulez l'utiliser à l'induction, moi j'aurais tendance à préférer l'esméron. Le succinylcholine, donc c'est une activité l'activité des pseudocholinésterases est augmentée avec le BMI, donc plus les patients sont obèses, plus les pseudocholinésterases sont élevées. L'augmentation des besoins sans modification de la durée d'action. Donc le bolus uniquement est utilisé avec le succinylcholine, on ne fait pas des réinjections, sauf si on n'arrive pas à intuber, on a dépassé les 5 minutes à essayer d'intuber, donc on peut éventuellement réinjecter une seconde dose. Et donc la dose injectée est basée sur le poids réel du patient. À l'induction, donc 0,5 mg par kilo de poids réel. Le rocuronium, donc c'est l'esméron, 0,6 mg par kilo de poids idéal.
Et les doses d'entretien de rucuronium, c'est 0,15 mg/kg, mais si l'induction a été faite au rucuronium, sinon il faut mettre un peu plus au départ pour atteindre une concentration suffisante au niveau sanguin. Dans tous les cas, je vous conseille de faire un monitoring de la fonction neuromusculaire, donc pour tester la curarisation ou la décurarisation, surtout au moment du réveil et de l'extubation. Il faut que le patient soit complètement décurarisé, sinon le risque de désaturation et d'apnée sera très important. Alors les conclusions, utilisez les médicaments que vous connaissez chez le patient obèse encore plus que chez un patient avec un poids normal. Donc connaissez certains médicaments. Moi je vous dirais, comme j'ai mis dans mes schémas, pour l'induction, les hypnotiques, propofol ou étomidate. Pour les curares, esméron ou succinylcholine. Et pour les morphiniques, le sulfentanyl. Le rémifentanil est peu utilisé sur le SMUR dans les urgences, mais pourtant, dans ce cas-là, je pense qu'il aurait toute sa place. Titrer les médicaments, donc mesurer l'effet, éviter d'injecter des doses trop importantes, trop rapidement, attendre un peu, ce serait mieux. Donc privilégier les médicaments dont la distribution dans les graisses est limitée et dont la durée d'action est brève. Donc plus les médicaments auront des courtes durées d'action, ça permettra de se faire éliminer rapidement et d'éviter les complications. Voilà, je vous remercie.